Prêt? Pour ne pas mettre plus en retard, tu es sûr que c'est à 9 heures? Non, parce qu'on parle des collabs qui nous mettent des horaires qui ne sont pas... T'es sûr? C'est bien de savoir qu'il n'y a pas que les miens. Ah, tiens, Jules qui me répond. Bonjour Dominique, c'est fait. Oui, alors à mon avis, c'est fait. Il vient de le faire. Alors, chers collègues, je vais vous proposer de démarrer. Voilà, Madame et Monsieur les rapporteurs. Ben oui, nous en avons un. On y tient. Excuse-moi, nous en avons un. Chers collègues, mesdames, nous poursuivons ce matin nos travaux consacrés à la place des femmes dans l'univers du jeu vidéo avec cette table ronde réunissant 2 chercheuses. Cette audition intervient 2 semaines après le déplacement que Marie Mercier, Olivia Richard, Adèle Ziane et moi-même et notre équipe avons effectué dans un studio de jeux vidéo à Paris. Cette visite a permis de découvrir très concrètement les coulisses de la fabrication d'un jeu, la grande diversité des métiers mobilisés et l'ampleur du travail créatif, technique et organisationnel que cela exige. Nous avions débuté nos travaux en novembre par une première audition avec les 2 syndicats représentatifs du secteur, le SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et le SNJV, le syndicat national du jeu vidéo. Ce qui nous a permis de poser quelques jalons et surtout d'aller au-delà de plusieurs idées reçues sur le jeu vidéo. Même si le CNC a un petit peu douché de temps en temps cette vision idyllique du jeu. Les femmes jouent en effet désormais autant que les hommes, puisqu'elles constituent près de la moitié des joueuses et joueurs réguliers ou occasionnels. Elles sont même devenues majoritaires au sein de la génération Z, à savoir les 16-30 ans. Pour autant, alors que le jeu vidéo, reconnu au rang de 10e art par le ministère de la Culture, est devenu la première industrie culturelle avec une audience et un chiffre d'affaires dépassant désormais ceux du cinéma, de la télévision ou encore de la musique, de nombreuses questions demeurent quant à la place qui est faite aux femmes dans cet univers. L'influence culturelle du jeu vidéo sur la société est indéniable, et avec elle, la responsabilité qui pèse sur ce secteur, notamment en matière de représentation et de diversité. Qu'il s'agisse du contenu des jeux vidéo eux-mêmes, de son industrie ou de la communauté des gamers, le chemin reste long pour atteindre une véritable visibilité des femmes et une pleine parité. Ce sujet nécessite par ailleurs une approche résolument pluridisciplinaire, car les enjeux se situent à plusieurs niveaux. Dans les jeux eux-mêmes, où les personnages féminins, bien que mieux représentés qu'auparavant, restent encore souvent cantonnés à des rôles secondaires ou stéréotypés. Comment dépasser ces représentations réductrices ? Au sein de l'industrie, où la présence des femmes progresse, mais demeure insuffisante, notamment dans les métiers les plus techniques comme le développement. Comment encourager et faciliter leur accès à ces fonctions clés ? Dans la communauté des joueurs, où les joueuses peuvent encore évoluer dans un environnement parfois hostile, voire même toxique, en raison du cyberharcèlement, comment les femmes peuvent-elles se sentir pleinement à leur place dans cet univers ? Pour nourrir notre réflexion, nous aurons le plaisir de bénéficier d'un double éclairage issu des sciences de l'information et de la communication d'une part et du management d'autre part. Je souhaite donc la bienvenue à nos 2 intervenantes. Fanny Lignon, maîtresse de conférences HDR en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 1. Vous avez notamment dirigé l'ouvrage collectif Genre et jeux vidéo, dans lequel vous interrogez la façon dont les dispositifs de mise en scène et de narration construisent le masculin et le féminin dans les jeux vidéo, ainsi que les changements introduits par l'avènement des gameuses dans l'univers masculinisé du jeu vidéo. Hager Gemel, professeure associée de management et directrice de la chaire diversité et inclusion à l'EDEC Business School. À travers plusieurs études, vous avez mis en lumière la sous-représentation des personnages féminins dans les jeux vidéo en développant un outil inspiré du célèbre test de Bechdel
du cinéma appliqué à près de 130 jeux pour en mesurer la parité. Vous nous donnerez dans quelques instants les résultats de ce test, même si, sans vouloir tuer le suspense, nous ne nous faisons pas trop d'illusions à ce sujet. Je vous remercie pour votre présence parmi nous ce matin. Avant de vous céder la parole, je précise que cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle en vue de sa retransmission en direct sur le site et les réseaux sociaux du Sénat. Je vais laisser dans un premier temps la parole à Fanny Lignon, qui est donc maîtresse de conférences HDR en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 1 et qui est ici en présentiel. Je vous laisse la parole, Madame Lignon. Pardon, voilà. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, Madame les sénatrices, Monsieur le sénateur, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité et de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur la thématique des femmes dans l'univers du jeu vidéo. Avant de commencer, je me permets de préciser que je suis en poste dans un INSPE, c'est-à-dire que mes étudiants sont donc tous de futurs enseignants du premier et du second degré. Et donc les questions d'éducation me tiennent à cœur. Je voudrais commencer par quelques éléments chiffrés sur les joueurs et les joueuses pour compléter ceux qui ont été présentés lors de la séance du 13 novembre. Ces chiffres sont issus d'une enquête que vous venez d'évoquer réalisée par le CNC et ils sont parus le fin octobre 2025. On dénombre en France 73% de joueurs, 77% d'hommes contre 69% de femmes et nous avons dans les classes d'âge des 11-14 ans et des 15-24 ans 97% de jeunes qui jouent. Le CNC distingue deux grandes catégories de joueurs selon leur engagement. Vous avez d'un côté les joueurs passionnés, les hardcore et les midcore gamers, et de l'autre côté les joueurs détente, casual, lower et mobile only. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pourcentage de joueurs et de joueuses, ce qu'il faut retenir pour nous bien sûr, diffère selon les catégories. Quand on regarde la catégorie des hardcore, vous voyez qu'il y a 80% d'hommes qui sont dans cette catégorie contre 20% de femmes. Quand on regarde les mobile only, le nom est transparent, ceux qui jouent simplement sur mobile, sur téléphone, eh bien on a 29% d'hommes et 71% de femmes. Et au milieu, vous avez les casual gamers, donc des joueurs moyennement investis qui jouent de temps en temps pour s'amuser. On a 51% d'hommes et 49% de femmes. Donc le pourcentage de joueurs et de joueuses diffère aussi selon les âges. Vous le voyez sur ce graphique. Cette enquête et d'autres aussi démontrent que hommes et femmes ne jouent pas tout à fait dans les mêmes espaces-temps, que hommes et femmes ne jouent pas tout à fait sur les mêmes supports et que hommes et femmes ne jouent pas tout à fait au même jeu. Je viens maintenant faire un petit état des lieux parce que le problème est envisagé en fait à l'échelle mondiale. L'association Diamond Lobby a analysé dans 152 jeux majeurs sortis en 2022 les personnages jouables qui y sont proposés. Leur conclusion est que la tendance à la diversité dans les jeux est de plus en plus marquée, mais qu'il reste, comme vous le disiez à l'instant, encore un grand nombre de jeux à dominante masculine. Après, c'est moi qui ajoute, le quantitatif ne dit pas tout. C'est pas parce qu'il y a davantage de personnages joueurs féminins dans les jeux qu'ils échappent nécessairement aux stéréotypes de genre. Alors, on a des stéréotypes qui perdurent. Du côté des hommes, je précise que mon diaporama, il y avait 2-3 diapositives d'inversé, donc la version que vous avez n'est pas exactement celle qui est projetée. Je m'en excuse, mais j'en suis rendu compte hier soir. Donc les hommes présentent des personnages qui sont généralement armés, presque toujours. Les corps sont athlétiques, puissants, exagérément musclés. Les tenues qu'ils portent mettent en valeur les corps et les représentations globalement sont amélioratives. Du côté des femmes, elles sont souvent représentées de façon hypersexualisée. Elles portent des tenues légères, suggestives, parfois ridicules, et qui sont généralement inadaptées aux activités proposées. Voici par exemple, un seul exemple, Stellar Blade, un jeu sorti en 2024. C'est un jeu conçu par un studio sud-coréen. L'héroïne que vous voyez là a été créée à partir du... Non, diapo non. C'est pas la bonne version que vous avez. Il faut descendre sur là où il y a 4 images. Voilà, c'est celle-ci. Merci. L'héroïne a été créée à partir du scan corporel d'une mannequin sud-coréenne. Les mensurations de cette dame sont en totale inadéquation avec les actions qu'elle doit accomplir. Vous notez sa combinaison moulante. La poitrine, ça vous ne le voyez pas, mais je vous l'apprends, est montée sur ressort quand elle se déplace. Les angles de caméra sont choisis. Donc, on a un personnage qui visiblement a été pensé pour, je mets des guillemets, satisfaire les pulsions voyeuristes des hommes hétérosexuels. Je reprends là le concept de Laura Mulvey de male gaze, que vous avez très bien illustré par ce jeu.
Mais depuis une dizaine d'années, toutefois, les choses changent, pour les hommes comme pour les femmes. Dans les 2 derniers God of War, c'est donc le monsieur très musclé que vous avez vu précédemment, voilà, c'est lui. Kratos, donc, apprend à exprimer ses émotions. Donc, on avance. Les jeux... Là, il exprime une émotion, là, vous serez bien d'accord. Bon, il n'y a pas que là, il exprime des émotions. Donc, les jeux proposent aussi davantage de protagonistes féminins. On peut aussi de plus en plus choisir le genre de son avatar. Des héroïnes apparaissent qui sont bien différentes de celles d'autrefois. La diapo avec 2 personnages, maintenant. Donc, on a Ellie, dans The Last of Us, par exemple, Eli, qui est une adolescente de 14 ans. C'est une orpheline. Elle doit survivre dans un monde infesté de sortes de zombies. En bas, vous avez Maxine Caulfield dans Life is Strange. C'est un studio français, Dontnod, qui a fait ce jeu. C'est une étudiante en photographie qui découvre qu'elle a la capacité de remonter dans le temps sur de courtes périodes et qui va se servir de ce pouvoir pour enquêter sur la disparition d'une de ses camarades. Donc, on a ici 2 corps de jeunes femmes réalistes, vêtues simplement, t-shirt, jean, basket. On a ici 2 héroïnes qui sont moins stéréotypées, qui sont plus riches aussi sur le plan de la psychologie. Il y a d'autres exemples. Là, c'est les 2 diapos bleus. Voilà, c'est les 2 horizons. Donc, on a une aventurière ici, une combattante, qui est une lanceuse d'alerte écologique, indépendante, stratège, et dont l'objectif est de sauver l'humanité. Donc, pour résumer, les jeux d'aujourd'hui proposent globalement moins de femmes-objets, plus de femmes-sujets, au niveau des apparences, au niveau des rôles. La sexualisation prétexte de ces personnages recule. Mais il faut toujours se souvenir qu'il y a des choses qui brillent par leur absence. J'aime beaucoup dans les images regarder ce qu'il n'y a pas, généralement. À quand, par exemple, des héroïnes un petit peu enveloppées? À quand des héroïnes d'âge mûr? À quand des héroïnes laides? À quand davantage d'héroïnes non blanches? À quand un peu plus de variété dans les représentations et dans les rôles, pour les femmes comme pour les hommes? Alors, la situation s'améliore dans les jeux grand public sur console et PC, mais il n'en va pas de même pour les jeux sur smartphone. On a tout d'abord des histoires interactives sexistes. C'est les 3 diapos roses. Voilà. On a tout d'abord des histoires interactives. Donc, alors, ce ne sont pas tout à fait des jeux, mais ils sont tout de même présentés comme des histoires à jouer. Le joueur ou la joueuse choisit l'apparence physique de son personnage et celle de son partenaire. Il ou elle lit une romance et fait des choix pour avancer dans l'histoire. Les scénarios mettent en scène des couples hétérosexuels, gays ou lesbiens, mais aussi, comme vous pouvez le voir à l'image, de beaux spécimens de stéréotypes. Je vous laisse les décoder. Je crois que c'est transparent. Donc... Voilà, on a des récits qui proposent une part de rêve et d'évasion, qui sont marketés comme des romans sentimentaux en segmentant les publics. On a aussi des bandes annonces de jeux sexistes qui mettent en scène des personnages féminins très sexualisés ou placés dans des situations humiliantes ou misérabilistes. Alors je cite, pour ceux qui connaîtraient Merge Mansion, Tile Family, Happy Match 3D, mais je montre simplement une image, celle de Project Makeover, que vous avez juste après. Le scénario du jeu est simple. Une fille est quittée à cause de son apparence physique. Le but du jeu est de la relooker pour qu'elle puisse reconquérir son petit ami. Ce qui est étonnant, c'est que ces publicités sont trompeuses parce qu'elles ne reflètent ni l'expérience du jeu, ni le ton du jeu. Le jeu est généralement bienveillant et il propose en fait ce qu'on appelle des jeux de match 3, c'est-à-dire des jeux où on aligne des petites pièces comme dans Candy Crush qui disparaissent quand on a réussi à en aligner 3, 4, 5, etc. Donc en fait, on a des publicités qui sont tout à fait en inadéquation avec ce que le jeu propose. Mais ce sont des publicités tout de même qui maltraitent le public cible, qui est principalement féminin. Le sexisme, une fois de plus, est utilisé pour faire vendre. C'est un constat qui ne laisse pas d'être désolant. Et là, c'est quelque chose qui m'interpelle. On a d'ailleurs mis récemment une doctorante sur le sujet. C'est que les femmes sont capables de faire abstraction de ces contenus sexistes. Elles les dépassent donc pour accéder à un jeu qui, socialement et psychologiquement, est tout à fait sympathique, mais elles réussissent à dépasser ces publicités. Donc là, il y a un petit mystère qui reste à... Voilà. Que sait-on maintenant de l'impact de ces représentations sur les joueurs et les joueuses? La diapo suivante, merci. C'est toute la question de la réception. En 2007, Yi et Balenson ont identifié un effet qu'ils ont nommé Proteus. C'est la tendance de la part des utilisateurs de réalité virtuelle à aligner dans ces mondes seconds leurs attitudes et leurs comportements sur les stéréotypes qui sont associés à l'avatar qu'ils et elles incarnent dans les mondes virtuels. Cet effet a été observé dans des cas extrêmement variés. Incarner, par exemple, un avatar d'infirmière induit un comportement plus clément qu'incarner un membre du KKK. Incarner un avatar séduisant favorise les comportements extravertis et amicaux. Incarner Léonard de Vinci favorise la créativité. Donc ça, c'est une étude de 2022.
Également, de nombreuses études universitaires ont été conduites qui interrogent les effets sur les joueurs et les joueuses des représentations sexualisées et ou sexistes présentes dans les jeux vidéo. Certaines études ont été réalisées sur une population mixte. Vous en avez les titres au départ, sur la diapo. Elles établissent une relation de cause à effet entre le contenu sexiste des jeux et le comportement des joueurs en dehors de ces jeux. Sexisme hostile, sexisme bienveillant, développement d'attitudes négatives envers les femmes. La deuxième catégorie, donc auprès d'une population exclusivement masculine, après avoir joué pendant environ 25 minutes à un jeu vidéo contenant des personnages sexualisés, les enquêtés vivent une augmentation des pensées liées au sexe et se déclarent plus susceptibles de harceler une autre personne. Et la troisième catégorie, donc les études réalisées sur une population exclusivement féminine. Donc jouer à un jeu véhiculant des représentations sexistes amène ces femmes à se sentir moins fortes physiquement, moins intelligentes et moins efficaces. Mais, et là c'est très important, nous ne sommes pas des éponges. Et l'impact de ces jeux est évidemment, j'en ai pas plus tard qu'avant-hier discuté avec une psychologue et une sociologue, l'impact de ces jeux est évidemment différent selon les personnes, selon les situations. Et ce n'est pas parce qu'on joue un gangster qu'on va aller attaquer une banque. Il faut vraiment faire la part des choses. Il y a des milliers de paramètres que ces études ne peuvent pas prendre en compte. Corrélativement aussi, il faut, si on voit le verre à moitié vide, il faut le voir aussi à moitié plein. Si certaines représentations vidéoludiques peuvent avoir des conséquences négatives, on peut aussi imaginer que certaines peuvent avoir des conséquences positives. C'est la question qu'a posée la chercheuse Tracy Dietz dès 1998. Et c'est dans cette brèche que je me suis personnellement engouffrée dès 2003 en proposant d'éduquer à l'égalité filles-garçons, hommes-femmes par le truchement des jeux vidéo et inversement d'ailleurs. Par exemple, en exploitant la spécificité des personnages vidéoludiques. Le personnage vidéoludique est, de tous les médias, c'est un personnage très différent. Parce que quand vous êtes dans un film, dans un livre, dans une série, vous accompagnez la trajectoire du personnage. Quand vous êtes dans un jeu, il n'y a plus le personnage et vous d'un côté, il y a une sorte de fusion qui se crée entre vous et lui. On ne peut plus démêler le tien du mien dans un jeu, et ça c'est différent. Et donc, c'est pas du tout la même chose de regarder un personnage stéréotypé de l'extérieur et de le vivre de l'intérieur. Et un personnage non stéréotypé aussi d'ailleurs. On peut aussi se placer dans la peau d'un script doctor et transformer, au moins mentalement, un jeu inégalitaire et ou dérangeant en un jeu égalitaire et ou respectueux. Par exemple, un YouTuber du nom de Sirloin a réécrit un jeu de Mario. Il en avait un peu assez que ce soit toujours Peach qui se fasse enlever et Mario qui aille la chercher. Et il a donc prévu plusieurs options. Alors là, je vous en ai réuni quelques-unes. Vous voyez qu'ici, eh bien, la première étape, c'est Peach qui sauve Mario. On inverse, c'est ce qu'on appelle le stéréotype inversé ou le contre-stéréotype. À la fin, j'ai placé Peach sauvant Peach. Après tout, pourquoi pas, j'ai placé aussi, vous avez Bowser sauvant Mario. Vous avez également Peach sauvant Bowser. Vous avez tous les personnages de l'univers de Mario qui peuvent sauver un autre personnage. Donc en gros, on choisit qui se fait enlever et qui va sauver l'autre. Vous remarquez d'ailleurs au passage, ça m'a toujours beaucoup fait rire dans les jeux de Mario, que la cage ne dispose pas de barreaux à l'avant. Donc Peach, si elle voulait sauver, pourrait très bien sauver toute seule. Bon, bref, et ça c'est depuis le départ. Avant même que Peach s'appelle Peach, c'était déjà le cas. Elle pouvait se sauver, mais elle ne bougeait pas. Elle attendait qu'on vienne la chercher. C'est ce qu'on appelle le stéréotype de la demoiselle en détresse, qui perdure encore un petit peu. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la démarche, c'est d'apprendre. Il faut apprendre à identifier les stéréotypes, il faut apprendre à les déconstruire pour construire en lieu et place de l'égalité et du respect. Ce cheminement se produit rarement spontanément. Il peut et doit être enclenché et guidé par des éducateurs. Donc maintenant, pour terminer, quelques leviers d'action. Il me semble qu'il faut mettre en œuvre 2 stratégies simultanément. L'une top-down et l'autre bottom-up. Pour moi, je crois en l'éducation. À l'école, au collège, au lycée, nous pouvons éduquer les élèves simultanément aux jeux vidéo et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons les cadres, nous avons l'éducation à l'égalité filles-garçons, hommes-femmes, nous avons l'éducation aux médias et à l'information. Nous avons aussi les forces. Au sein de la formation des enseignants, du primaire et du secondaire, actuellement, l'éducation à l'égalité filles-garçons est dans la place, car elle est obligatoire. Nous avons 18 heures obligatoires de TD, et c'est une excellente chose. Pour l'éducation aux médias et à l'information, c'est un petit peu plus compliqué, car nous n'avons pas de volume horaire imposé, malheureusement. Et j'appelle de mes voeux un volume horaire imposé. Et souvent, par manque de temps, parce qu'il y a énormément de choses à transmettre, eh bien, cette éducation A passe un peu à la trappe.
Mais soyons optimistes. Je pense que si les joueurs et les joueuses rejettent les contenus sexistes, les éditeurs de jeux qui ne sont pas des philanthropes devraient logiquement y avoir un tout petit peu moins recours. Et puis, il y a la stratégie top-down. Avoir interdit l'accès au crédit d'impôt pour les jeux proposant du contenu pornographique est une excellente décision. Pour autant, il me semble que concernant la question qui nous occupe, il ne s'agit pas d'interdire, mais de réguler. Alors, pourquoi ? Parce que les interdictions, elles peuvent être contournées et elles renforcent l'attrait pour ce qui est défendu. J'avais fait une enquête une année et on s'était rendu compte que la plupart des petits garçons se précipitent sur les jeux dès lors qu'il y a indiqué au-delà de 16 ans, au-delà de 18 ans. C'est pour toi, ça va te plaire, tu vas voir, c'est pour les grands. Les filles sont plus respectueuses des âges, mais les garçons se dirigent vers des jeux pour plus âgés. Aussi, l'autre difficulté est que le marché est mondial. Alors, quand on demande un crédit d'impôt pour créer un jeu vidéo, il faut renseigner une attestation relative à la violence. Aucune séquence du jeu ne doit cumuler plus de... Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Ne doit cumuler plus de 3 points. Eh bien, une piste pourrait être tout simplement de créer un formulaire similaire relatif au sexisme. On a bien été capable de le faire pour la violence. Pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour le sexisme ? L'autre suggestion serait d'informer celle ou celui qui achète le jeu de la présence de contenu sexiste en son sein. Pour les jeux qui sont vendus en physique, qui arborent la signalétique PEGI, on pourrait redessiner la vignette discrimination, qui en fait est très intéressante, mais qui vise clairement le racisme et non pas le sexisme. Quand on décode l'image, c'est évident. Alors c'est une bonne chose qu'il y ait cette vignette pour le racisme, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dessiner une vignette pour le sexisme ou trouver une vignette qui engloberait différentes discriminations ? Parce qu'il y en a d'autres, des discriminations. Donc ça pourrait être une solution. Mais ça, c'est pour les jeux qui ont la signalétique PEGI, c'est-à-dire les jeux vendus en physique et qui sont dans les boutiques ou des jeux qu'on appelle mainstream en quelque sorte. Pour les autres jeux, tous ceux dont je vous ai parlé, qui sont les jeux pour smartphone, ils échappent joyeusement à la signalétique PEGI. Tous ces jeux qui sont vendus sur les plateformes que l'on télécharge, sur Steam, sur Google Play, sur Apple Store, je pense qu'il faudrait réussir à étendre, pour la France, parce que là, nous en avons sans doute la capacité, étendre l'obligation de l'affichage de la signalétique PEGI à ces plateformes qui permettent de télécharger ces jeux depuis la France. Pourquoi tous ces jeux y échappent-ils ? Voilà, j'en ai terminé. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez bien poser, auxquelles je pourrais répondre. Merci beaucoup. Et là, j'étais en train de me dire, j'ai des amendements pour le texte qui vient juste après dans l'hémicycle, qui concerne l'accès des enfants aux écrans. Et je me dis, si on vous avait entendu plus tôt, ce serait déjà, on le mettrait déjà dans le texte. Donc oui, il faut qu'on retravaille ça. On a 3 minutes après la délégation. Donc, je peux vous donner mes notes si vous voulez. Oui, on peut regarder ça tout de suite. Donc, mais en attendant, je vais me tourner vers Madame Gemel, qui est connectée à distance et qui va nous présenter les travaux de la chaire Diversité et Inclusion de l'EDEC. À vous, Madame Gemel. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. C'est bon, nous vous entendons. Bon, merci beaucoup. Bonjour, merci, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les rapporteurs. Merci de cette audience. Merci d'inviter des chercheurs à participer à votre réflexion et de nous donner l'occasion de parler de nos travaux. Alors, nous, dans la chaire, nous travaillons depuis plusieurs années déjà sur comment mesurer la diversité du genre de manière assez simple, mais pas simpliste, c'est-à-dire comment offrir au grand public, aux éditeurs, une mesure qui leur permet de se saisir des différences de représentation des femmes et des hommes dans les jeux vidéo. Et donc, nous avons travaillé sur plusieurs idées et nous sommes arrivés à cette idée de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un test aussi impactant sur justement le grand public que le test Bechdel, sur une catégorie de jeux afin de donner justement de manière la plus objective possible
ce manque de parité criant dans les jeux vidéo. Et donc, tout d'abord, justement, je voulais présenter pourquoi est-ce important, ces jeux, et présenter très rapidement mes co-auteurs qui ont travaillé avec moi. Il y a d'ailleurs une partie qui n'est encore pas publiée. C'est en cours. Donc, avec moi, on a travaillé sur ce projet, professeur Gergana Glincheva, qui est professeure de marketing culturel à l'EDEC, et Madame Laura Lacambe, qui est chargée d'études avec nous à la chaire Diversité et Inclusion. Et maintenant, pour commencer, le contexte de dire pourquoi justement est-ce un enjeu majeur de travailler sur ce sujet. On sait que les jeux vidéo sont maintenant le 10e art. On considère que c'est un art, c'est un produit culturel très important. D'ailleurs, il a une audience qui dépasse aujourd'hui le cinéma, la télévision, la musique. Donc, son effet sur la société et sur l'imaginaire commun, sur la manière dont on façonne au quotidien l'image des femmes, des hommes, la place des unes, des autres dans le monde, dans aussi bien professionnel que social, est très significatif. Selon une étude de Statista qui date de 2023, il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui joue aux jeux vidéo. On pense que c'est réservé aux hommes, comme a dit ma collègue. Il y a aussi beaucoup de femmes et de plus en plus de femmes qui jouent. Et malgré justement cette participation féminine à l'audience, les effets, comme on l'a vu déjà avec les travaux de ma collègue, ne sont pas encore clairs sur justement cette représentation et cette diminution du sexisme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de 800 000 nouvelles joueuses qui se sont ajoutées en une année, une évolution qui est d'ailleurs très marquante depuis le début des années 2000, où on avait à peu près 10% de femmes. Aujourd'hui, pratiquement la moitié des femmes, la moitié des joueurs sont des joueuses, et on voit très bien justement que les jeunes sont encore plus représentés, d'où justement l'importance, je pense, de les protéger, comme vous l'avez évoqué. Donc, il y a un signe de démocratisation fort, de la féminisation du média, qui ne s'accompagne pas d'une réelle parité. Et donc, on voulait justement le montrer à travers ce test qui se présente sous une forme assez simple, 4 questions qui justement sont appliquées au récit, au dialogue, au script plus exactement, de jeux vidéo. Donc, première question, c'est est-ce que dans ces jeux, il y a autant de personnages féminins que masculins? Est-ce qu'il y a ensuite autant de personnages féminins qui sont jouables que masculins? Parce qu'on peut avoir dans un jeu énormément de figurantes, énormément de personnages, mais qui n'ont pas la même importance et qui ne jouent pas un rôle actif, d'où cette question. Ensuite, est-ce qu'il y a autant de personnages féminins que masculins qui sont nommés? Et est-ce que les personnages féminins et masculins ont le même temps de parole? On s'est contenté à ces 4 questions pour justement se dire, voilà, 4 questions importantes et sur lesquelles on peut avoir des mesures objectives à travers justement un programme informatique qui nous permet de faire ce comptage. Donc, par rapport à justement ce qui a été présenté tout à l'heure, nous, dans ce test, on s'est contenté de travailler uniquement sur ce qui est écrit, sur les dialogues. On n'a même pas regardé justement comment sont représentées les femmes et les hommes de manière graphique dans ces univers.
Donc, si on passe à la slide suivante, on va voir justement comment on a construit cette méthodologie. C'est une approche qui a voulu d'abord se focaliser sur les jeux qui sont très vendus, les blockbusters. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'il y a aujourd'hui, et heureusement, quelques éditeurs, quelques studios qui essayent de lancer des jeux pour faire bouger les lignes au niveau de la parité, justement du genre, mais aussi d'autres éléments de diversité. Mais malheureusement, leur audience est encore très confidentielle. Donc, ce ne sont pas ces éditeurs-là qui amènent des jeux paritaires qui ont une grande influence. Donc, on a voulu regarder des jeux qui sont très vendus. On est arrivé à un panel très large de 129 jeux avec, comme on a dit, une méthode simple, robuste, objective, où il s'agit de compter, où on ne peut pas nous accuser de biais d'interprétation, de regard de femmes ou d'hommes. Donc, notre parti pris, comme je l'ai dit, est vraiment de travailler qu'avec cette large audience, c'est-à-dire les jeux qui sont dans notre échantillon ont au moins une audience d'1 million de ventes et donc plus forcément. Donc, on cherche à mesurer l'impact sur le public général avec, avec cette méthode, comment on a cette représentation des personnages, donc avec 8566 personnages analysés, ce qui nous amène à voir cette représentation la plus large aujourd'hui du marché et sur une période assez longue entre 1988 et 2024. Donc, quand on regarde maintenant du côté des résultats, qui d'ailleurs, je précise, ne sont pas encore publiés dans leur entièreté, d'où le parti pris de présenter quelques éléments, mais pas l'ensemble des jeux qui ont participé. On voulait vous montrer qu'il y a sur 129 jeux évalués, uniquement 3 qui passent ce test de parité qu'on a créé, c'est-à-dire qui remplissent les 4 critères. On peut les citer, on a choisi de les citer, même si les résultats n'ont pas encore été totalement publiés. Il y a le jeu The Last of Us, la deuxième partie, et Fire Emblem Fates et Fire Emblem Engage. Parmi l'échantillon qu'on a étudié, il y a, il faut le savoir, 67 jeux qui ne satisfont aucun des 4 critères. Donc, de notre point de vue, ce sont des jeux qui sont non seulement pas paritaires, mais on se demande si on ne peut pas les accuser de complètement occulter les femmes, de les dégrader. Donc, on est dans une situation de sexisme flagrant et c'est ce qui est joué justement à travers le monde par aussi bien des jeunes et des moins jeunes. Donc, ça pose la question de cette prégnance justement de certaines normes dans les jeux vidéo et qu'il est urgent de réfléchir pour les éditeurs sur le marché. Donc, justement, on arrive à quelques recommandations, comme vous nous l'avez demandé. Il y a forcément une responsabilité qui pèse sur les épaules des créateurs et on ne peut pas les interroger les pratiques professionnelles. Donc, d'abord, on pense que c'est hyper important d'amener une plus grande parité dans la narration. On ne peut pas se contenter de quelques personnages féminins dans un jeu, voire aucun. Bien sûr, la narration, pour qu'elle soit paritaire, il faut que ça soit réfléchi, il faut qu'il y ait des personnes
qui participent à la narration, qui ont cette prise de conscience. On n'invite pas que à diversifier justement le genre des personnes qui participent à la narration, parce que comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, il y a des femmes justement qui intègrent tellement ces stéréotypes de genre que même si en tant que joueuse et très probablement en tant que créatrice, à un moment, elle réplique en fait les normes sociales et ces billets peu féminins. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience qui est généralisée pour aussi amener une diversité dans les personnages jouables féminins, sur leur caractère, bien sûr, sur comment elles sont représentées aussi graphiquement, mais par rapport à nous, ce qu'on voit, par rapport justement au dialogue, aux sujets qui sont évoqués, donner plus de rôle central aux héroïnes et avoir une stratégie, j'ai envie de dire, globale qui regarde l'ensemble de ces éléments dans la narration pour l'ensemble justement des médias. Là, on parle des jeux, mais bien sûr, ça peut aussi être pensé pour d'autres formes d'art comme les films, les séries, qui sont encore aussi très importants pour façonner l'imaginaire collectif. Donc, c'est important aussi de travailler sur la régulation des espaces d'audience, le streaming. Donc, on voit que il y a des pratiques où on regarde les autres jouer, c'est donc les streamers, et c'est important que dans ces univers-là, qu'il y ait aussi une régulation des comportements, des paroles, une modération du harcèlement, du sexisme qui est aussi visible. On ne l'a pas testé parce que ce n'est pas notre méthodologie, mais on l'a observé durant justement nos différentes enquêtes. Il y a certaines choses qui ont été portées à la connaissance des médias, ce qui fait que ces espaces-là ne sont pas forcément des espaces sûrs, sécuritaires pour toute personne, que ce soit d'ailleurs des femmes ou des hommes qui sortent des normes qui viriles et machistes qui sont un peu prégnants dans ces espaces. Alors, on a aussi pensé à, forcément, comme vous pouvez imaginer, à comment travailler sur cette amélioration. Il y a plusieurs leviers, aussi d'autres leviers, comme agir juste aussi sur les communautés des gamers, qui sont aujourd'hui très masculins, mettre en avant plus les joueuses, les influenceuses qui existent aujourd'hui, mais qui sont beaucoup moins visibles, et leurs paroles, leur façon aussi de voir le monde n'est pas aussi visible dans les médias et dans ces communautés. C'est important aussi de mobiliser des gamers qui sont des hommes, pas uniquement des femmes comme je le disais, mais qui sont pro-parité. On pense notamment à pourquoi pas créer des mentoring académies mixtes pour agir sur l'inclusion des joueuses à haut niveau et aussi inciter enfin le développement de l'espoir féminin dans les grands tournois. La visibilité, encore une fois, est très importante et ça donne une légitimation des parcours féminins avec l'espoir d'avoir une vraie parité à tous les niveaux qui va justement peut-être, et on l'espère, avoir un effet, irriguer un univers plus paritaire et moins violent, aussi bien pour les femmes, l'image des femmes, mais également pour d'autres formes de diversité. Donc, pour conclure et parler de notre test, en quoi justement nous espérons qu'il puisse avoir un effet qui soit le plus significatif
possible. Tout d'abord, on ne veut pas le garder pour nous. Là, on est en train de travailler justement sur comment publier les résultats sans non plus stigmatiser les uns les autres. L'idée, c'est de dire où on en est aujourd'hui et comment on peut travailler de manière commune pour aller au-delà. Donc, l'outil, on va le mettre, qu'on a créé en libre accès avec justement les codes et la programmation qu'on a sur laquelle on a travaillé pour que d'autres puissent l'appliquer à d'autres scénarios et d'autres. Ça peut être aussi bien des studios, des éditeurs, mais ça peut être aussi des joueurs qui veulent vérifier et des joueuses qui veulent vérifier par eux-mêmes et elles-mêmes à quoi ressemblent réellement les jeux auxquels ils participent. On aimerait présenter le plus largement possible aussi notre test au studio. Nous en avons parlé avec quelques-uns, mais nous aimerions aller au-delà et pas, encore une fois, dans une logique de stigmatisation, de shame. C'est dans une logique justement d'amener une prise de conscience et de dire que des outils existent pour pouvoir amener les narrateurs, les studios à se rendre compte de à quel point la narration est objectivement paritaire ou pas. Et donc, justement, le fait de mettre ce test en libre accès, on espère, comme le test de Bechdel, impliquer les fans, les joueurs, les joueuses dans l'évolution du test pour qu'ils puissent contribuer au téléchargement de nouveaux scripts. Ça prend beaucoup de temps, le fait d'écrire les scripts, de les vérifier, de les analyser, ce qui amènerait une approche plus participative qui permettrait d'accroître la portée et la vigilance collective, parce que ce ne sont pas quelques chercheuses et chercheurs qui vont pouvoir faire changer ce système et ce monde. Il faut vraiment une application beaucoup plus générale et c'est ce que nous aimerions avoir à travers justement ce test quand on le mettra dans les mains du grand public. Et ensuite, justement, notre objectif, c'est d'aller travailler sur d'autres types de stéréotypes, d'autres types de diversité dans les jeux vidéo. Ma collègue Gargana Gincheva, elle a déjà commencé à travailler sur notamment la question du handicap, qui n'est pas non plus très représentée dans les jeux vidéo. Donc, il y a une continuité à imaginer et que nous imaginons déjà pour ce test et pour ces travaux. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Je me tiens à votre disposition pour les questions et pour clarifier certains points si nécessaire. Très bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Et malheureusement, effectivement, quand on voit les chiffres, seulement 3 qui satisfont tout sur 129 jeux étudiés et 67 qui ne satisfont aucun des points, c'est effectivement assez éclairant. J'imagine que vous n'avez pas testé notre jeu Cocorico qui a obtenu tous les prix, là, Clair Obscur, parce qu'il ne devait pas encore avoir son million de gamers. Je ne sais pas si... Ouais, donc en fait, pour pouvoir comparer, parce que vous le dites, là où il y a le moins de stéréotypes, c'est plutôt des diffusions un peu plus confidentielles. Mais est-ce que vous les avez quand même un peu testés pour voir si effectivement il y a un pourcentage beaucoup plus... Enfin, si dans ces jeux-là, globalement, c'est effectivement plus paritaire? Alors, nous n'avons pas testé, vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend. Nous n'avons pas testé des jeux justement confidentiels, on les a considérés, on a regardé comment ils sont faits, mais on ne les a pas passés vraiment au crible comme on l'a fait avec notre programme informatique. Mais clairement, même à vue d'œil, certains jeux confidentiels sont clairement beaucoup plus paritaires, beaucoup plus équilibrés, aussi bien sur le temps de parole que sur la représentation des joueurs et des joueuses. Mais c'est vrai que ça peut être une idée
justement pour montrer le paradoxe et la grande différence de le faire et pour montrer qu'on peut le faire avec un jeu bien construit. Donc, c'est une idée que je note pour justement peut-être des communications futures. Je vous propose, on va vous poser un certain nombre de questions déjà avec les rapporteurs, à vous deux. La première pour vous, Madame, alors moi, puis voilà, ensuite je passerai à Marie Mercier et Adelziane, mais je me permets, je commence. Sur les 129 et donc sur les 67 et sur les 3, est-ce qu'ils ont quelle est leur nationalité? C'est-à-dire d'où sont-ils issus et de quelle culture sont-ils issus? Pour vous, Madame Lignon, j'avais comme question un quota horaire, je l'entends bien, donc pour ces formations à l'information, enfin à l'accès à l'information, savoir lire les choses et l'accès aux écrans, etc. Combien d'heures? Parce que quitte à faire un truc pratique, vous répondrez ensuite. Ensuite, vous proposiez d'appliquer PEGI sur les jeux qu'on trouve effectivement sur les mobiles. Avec qui, dans ces cas-là, faut-il travailler? Est-ce que c'est avec les plateformes sur lesquelles ils sont hébergés? Est-ce que c'est directement avec eux? Comment ça marche pour que ça puisse être applicable en France, justement? Et puis, est-ce que, et là c'est de nouveau pour vous, Madame Gemelle, est-ce que vous pensez que est-ce que quand les jeux sont plus paritaires, ils ont moins de ventes? Est-ce que ça, vous avez mesuré justement si les jeux sexistes se vendaient vraiment mieux ou pas? Voilà, peut-être qu'on vous pose toutes nos questions, puis vous répondrez globalement. Marie? Merci, Madame la Présidente. Madame, merci infiniment de votre exposé qui était tout à fait, j'ai presque envie de dire, joyeux, parce que vous terminez avec une proposition, faire en sorte que le jeu, finalement, soit un vecteur. Alors, nous sommes, je dirais, presque abreuvés d'injonctions. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut surtout faire attention à rien oublier dans le train. Il faut faire nos pas. On voit beaucoup de panneaux. Ne marchez pas sur les pelouses. Par contre, on en voit un tout petit peu moins sur personne ne tape personne et on respecte l'autre. Donc cette idée vraiment de passer ce message dans les jeux me semble tout à fait, mais vraiment très intéressant. Vous avez parlé d'éducation, alors j'ai subodoré que vous parliez d'éducation nationale, mais quid de l'éducation parentale? Parce que ce qui me gêne un petit peu, c'est cette fracture générationnelle, peut-être que certains l'ont aisément comblée, mais en ce qui me concerne, je me rends compte que le monde numérique de mes enfants ou petits-enfants n'est pas du tout le mien. Donc est-ce que l'éducation parentale n'est pas extrêmement importante, tout en sachant que les parents jouent forcément aussi, donc comment se servir dans le même état d'esprit que celui que vous avez en proposant quelque chose avec les vignettes, peut-on adapter à une éducation parentale? Adelziane. Merci Madame la Présidente. Merci à vous deux, mesdames, pour votre présentation. Je vais aller sur deux questions très précises. D'abord, juste une remarque sur le travail que vous avez fait sur l'évolution de la représentation de la femme dans les jeux vidéo. Moi, je m'y retrouve. Je vois justement, j'ai commencé à jouer avec les jeux Mario, on en parlait. Et évidemment, 40 ans plus tard, oui, on a avancé, mais par rapport aux études que vous avez présentées, il y en reste encore énormément de stéréotypes. Et ce que vous aviez dit, madame, sur 160 jeux, il n'y a que 3 jeux qui remplissent des critères d'une vision, on va dire, qui reste. Et encore, si on élargissait à l'ensemble des jeux, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Moi, il y a 2 points que je voulais évoquer avec vous. On était allé à la Paris Game Week il y a quelques temps avec les administrateurs et administratrices. On avait pu échanger avec un certain nombre de femmes qui travaillent justement dans le monde du jeu vidéo. Il y a 2 remarques qui revenaient de leur part. La première, c'était, vous avez parlé du fonds d'aide aux jeux vidéo. Justement, elles insistaient beaucoup sur, à partir de là, puisque c'est l'émergence même de la créativité, on va dire, à la française, les critères qui doivent permettre, et ça, je crois que vous l'avez évoqué, madame, pour voir comment est-ce qu'on pourrait les renforcer. Évidemment, alors c'est une petite enveloppe, mais qui a un effet d'amorçage et qu'il faut absolument préserver. Et ma deuxième question à toutes les deux, c'est, on l'a vu hier encore déjà avec le CNC, l'éducation à l'image et l'éducation par l'image aussi, parce que c'est 2 choses un petit peu différentes. Concrètement, comment vous la voyez, cette mise en application? On en parle, voilà.
vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous ai vu réagir. C'est mon fonds de commerce. Voilà, comment ça pourrait... Parce qu'on en entend beaucoup parler. On voit aujourd'hui que c'est aussi beaucoup le réseau Canopé qui travaille sur cette question aujourd'hui en France. Voilà. Et voilà, pour notre part, avoir des pistes, j'ai envie de dire, concrètes, formelles de votre part pour que nous puissions justement travailler sur cette question. Je vous remercie. Madame Lignon, vous commencez peut-être et ensuite on donnera la parole à Madame Gemel. Oui, je vais donc commencer par vos questions, merci. Tout d'abord, alors vous m'avez demandé un volume horaire. Soyons fous, 18 heures. 18 HTD, ça me semblerait alors à répartir sur la licence et le master. Par exemple. Mais 18 heures permettent de construire un projet, par exemple, et ça peut être intéressant. On peut faire réaliser quelque chose, un journal télévisé, un jeu, n'importe quoi. Donc, ça un volume suffisant. Et puis, il y a tellement de choses entre les fake news, les jeux vidéo, que 18 heures me semble tout à fait raisonnable. Alors, ensuite, vous m'avez demandé avec qui pour travailler pour les plateformes. Donc là, je vous avoue que je ne suis pas juriste et je ne sais pas trop comment il faudrait s'y prendre. Je pense qu'il faut tout simplement contacter les plateformes qui, elles-mêmes, contacteront les auteurs qui vendent des jeux sur les plateformes. Je pense que l'État doit avoir un accès à ce qui est diffusé sur le sol français. Alors, je ne sais pas si c'est simple, j'imagine que ça ne l'est pas, mais à partir du moment où quelque chose... Enfin, je veux dire, quand une poupée sexuelle est vendue sur Chine, on peut faire interdire le site et le faire fermer pendant quelques jours. Donc, on doit bien pouvoir imposer à un site de respecter la législation, parce que je ne vois pas pourquoi ces jeux passeraient à côté des règles. Donc, voilà, mais là, je laisse le champ à des collègues qui s'y connaîtraient mieux. Peut-être qu'on fait chacun son tour pour chaque question, ou je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Donc ensuite, comme vous voulez, allez-y. Il était question d'éducation parentale. C'est tout à fait important. Pour moi, quand je dis éducation, j'entends éducation sur toute la ligne. Toute personne qui est susceptible d'éduquer, ça peut être un éducateur dans un centre culturel, ça peut être un parent, ça peut être un grand frère, une grande sœur, et ça peut être évidemment un enseignant. Donc l'éducation ne doit pas s'arrêter évidemment à la porte de l'école, du collège ou du lycée. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait cessation de la séparation parents-enfants. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, on arrive à des générations de parents qui ont joué. Moi-même, j'ai commencé à jouer quand j'avais 10 ans. Donc moi, j'ai commencé avec les jeux vidéo, en fait. Donc avec Pac-Man et les tout premiers jeux. Donc j'ai vu toute l'évolution des jeux. Et je me souviens très bien que mon père, souvent, était dans le coin et regardait l'écran avec moi et frémissait quand j'allais me faire croquer ou au contraire applaudissait, enfin, il était content quand ça fonctionnait bien. Enfin, il regardait avec intérêt et on en parlait aussi. Je crois que ce qu'il faut, c'est que les parents parlent de jeux avec leurs enfants. Que fais-tu ? Qu'apprécies-tu dans ce jeu ? Où en es-tu dans ce jeu ? Que penses-tu de ce que tu fais à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Tu as remarqué que tel personnage agit de telle façon, tu en penses quoi ? Donc en fait, parler déjà avec les enfants. Ce qu'il faut, c'est pas laisser les enfants seuls avec un jeu. Et il faut aussi que les parents montrent, je prends les parents puisque c'est votre question, que les parents montrent leur attention au jeu de l'enfant, leur attention, leur intérêt pour ce jeu. Il faut, une fois de plus, enfin, l'éducation, là je vais dire nationale, a raté plusieurs métros. Et on a raté le métro de la télévision, on a raté... Et le métro du jeu vidéo, là maintenant, il est balayé par l'arrivée de l'IA, qui est certes tout à fait intéressante et sur laquelle il faut... je suis aussi référente IA de ma composante universitaire, qui est un sujet sur lequel il faut former. Mais un clou ne chasse pas l'autre, les jeux vidéo. Et il faut aussi, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent de regarder, c'est que les jeux vidéo, c'est un média. C'est un de nos médias. Donc quand on accuse le jeu vidéo d'avoir des représentations sexistes, bien sûr, il y en a, mais c'est le dernier média arrivé, donc c'est sur lui qu'on tape. Maintenant, on peut aussi dire que, et je le dirais très sincèrement, l'IA multiplie les représentations sexistes, parce qu'il y a des biais. Pourquoi y a-t-il des biais de représentation de genre sur les IA ? Tout simplement parce que les IA sont entraînées sur le web, qui lui-même, statistiquement, comporte le plus de représentations sexistes que de représentations non sexistes. Donc, on ne s'en sort plus. Je veux dire, on ne peut pas agir sur un seul média, me paraît vain. Ce qu'il faudrait, c'est agir sur l'ensemble des médias. Je ne dis pas qu'il faut des quotas, mais il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas décorrélé du reste, ni de la société d'ailleurs. S'il n'y avait plus de sexistes dans la société, peut-être qu'il n'y aurait plus de sexistes dans les jeux vidéo. Donc voilà. Moi, ce que je pense, c'est que le changement peut venir, je suis peut-être un peu optimiste, de la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on formera les gens à refuser le sexisme, à se rendre compte qu'il y a des représentations qui posent problème,
on a bien réussi pour le racisme, enfin réussi, globalement. Même les gens qui sont racistes savent que quelque part, c'est pas bien, hein. Donc pourquoi est-ce que le sexisme, ça serait moins problématique, hein? Donc je pense qu'en commençant, en formant, en expliquant que non, ça ne convient pas, pour plein de raisons qu'on peut très bien comprendre, en faisant vivre des expériences. Il y a une vidéo que je trouve très intéressante qui s'appelle Gender Swap. C'est une vidéo qui a été conçue par l'association que je crois vous allez recevoir, qui s'appelle Women in Games. Il propose de travailler sur la question, elle propose de travailler sur la question des contre-stéréotypes. C'est-à-dire qu'en fait, là où on a un personnage masculin, on met un personnage féminin. C'est amusant, en fait, parce que ça permet de se rendre compte des stéréotypes. C'est un grand classique. On faisait ça déjà il y a des années pour se rendre compte qu'une publicité était sexiste. Alors, on voit tout le ridicule des poses, tant des hommes que des femmes, hein. Donc, voilà, c'est tout à fait intéressant, mais ça ne résout rien, parce que c'est bien de s'être rendu compte qu'il y a un stéréotype, mais encore faut-il proposer autre chose, hein. C'est pas tout d'identifier. Donc voilà, donc je pense qu'il faut parler avec ces enfants de ça. Il faut... alors, là, vous me parlez d'éducation, on pourrait parler des studios, mais peut-être tout à l'heure, vous me poserez la question. Je ne veux pas digresser par rapport à ce que vous m'avez demandé, mais il y aurait des choses à faire au sein des jeux aussi. Et concernant je pense que j'ai répondu à votre question. Je passe à la question de M. Ziane. Donc, effectivement, on a avancé. Les critères des fonds d'aide, je crois qu'on peut les faire évoluer. Sur la question de l'éducation à l'image et par l'image, c'est ma discipline. Donc, je pourrais vous en parler non-stop pendant un certain nombre d'heures. Simplement, il faut bien distinguer les deux éducations A. L'éducation à l'image, l'éducation par l'image, c'est ce qu'on fait depuis Comenius, donc XVIe siècle. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas apporter un ours aux enfants dans une classe, et ben on leur montre une photo d'ours. C'est déjà bien, c'est pratique. L'éducation par l'image, mais cet ours-là, il est là pour te dire quoi? Comment il est représenté? Est-ce qu'il veut te dire le prédateur? Est-ce qu'il veut te dire l'animal qui hiberne? Est-ce qu'il veut te dire... Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Donc c'est se poser la question de la couleur, la lumière, tout le sens qu'il va y avoir dans l'image, et tout le sens aussi qui va être perçu, c'est-à-dire la question de l'émission, qu'est-ce qu'il y a dans l'image, la question de la réception, comment est reçue cette image. Et la façon dont l'image est perçue, c'est un mélange en fait entre les deux. Vous avez une école qui dit, ça c'est l'ancienne école française qui disait le sens est dans l'image, c'est la sémiologie. Tout le sens est dans l'image et voilà, ça bouge pas. Et puis vous avez une autre école qui dit tout est dans la réception. Moi, je pense que ces deux écoles se trompent sincèrement parce que c'est un joyeux mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a, prenons par exemple la Joconde. La Joconde est mystérieuse, nous sommes tous d'accord. Mais il est évident que le mystère, vous en avez une expérience différente de moi. Tout le monde en a une expérience différente. Mais il y a des éléments que Léonard de Vinci a mis dans la Joconde qui construisent le mystère et qui font qu'il y a consensus sur l'idée de mystère. Donc chaque image est perçue avec ce double éclairage, réception et émission. Et ça, il faut former. Ça ne se fait pas naturellement. Et donc là, je vois que l'éducation à l'image, j'ai beau me battre comme une tigresse chaque fois qu'on a une nouvelle réforme pour essayer d'en placer un petit peu dans les maquettes, il n'y a pas la place. Donc je sauve péniblement. La dernière réforme, j'avais réussi à sauver une conférence de 2 heures sur l'année. J'ai réussi, je me suis incrustée dans l'IA, donc je vais pouvoir glisser de l'éducation à l'image dans ce cadre-là, mais je n'ai même plus la place de faire des conférences. Donc et parce qu'il y a d'autres disciplines qui sont tout aussi urgentes. Donc c'est un vrai problème. Voilà, je m'en remets à vous pour essayer de le résoudre. Très bien. Madame Gemel, pour vos questions. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez posé la question, il me semble, de la nationalité des jeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand il s'agit de blockbusters, on est sur de grandes multinationales qui ont des succursales vraiment partout dans le monde, parfois entre les États-Unis, l'Europe. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les jeux qu'on en a étudiés, il y a différentes nationalités si on se réfère justement aux studios d'origine, aussi bien américains, français, japonais. Et j'ai envie de dire que ces studios, en fait, quelle que soit leur origine, reproduisent les mêmes choses parce que quand on voit l'audience, elle est partout dans le monde. On ne peut pas dire qu'elle soit plus
plus aux États-Unis, en France ou à un autre endroit, et il n'y a pas vraiment euh, une culture nationale qui infléchit ou qui amène quelque chose de réellement différent. Par rapport justement à est-ce que le fait que le jeu soit moins sexiste ou plus paritaire ferait que ça vende moins. Alors, on n'a pas étudié cette causalité, mais on parie fort que très peu de ces grands studios très justement qui ont les moyens, qui ont les recettes de créer de beaux jeux, aient pris le risque justement de le faire. On a l'impression qu'il y a une autocensure aussi peut-être de ces studios qui ne veulent pas changer leurs recettes, qui peut-être ne veulent pas froisser la cible masculine qui était leur cible d'origine et autour de laquelle ils ont forgé justement ces visions et ces représentations qui sont retransmises dans les jeux. Donc, très probablement qu'il y aurait un jeu très bien fait qui soit paritaire sur les critères que l'on vient de nommer. Il n'y aurait pas forcément de risque que de détournement, surtout s'il y a une sensibilisation. Mais en tout cas, il est important d'agir et d'éduquer le marché aussi. Quand on a discuté avec certains joueurs, certaines joueuses, certaines personnes qui travaillent aussi dans ces secteurs, parfois on nous met devant les yeux, oui, mais on ne peut pas mettre une femme à telle position, il y a des réalités historiques, les chefs sont toujours des femmes, les guerres, voilà, c'est une réalité, et les héros sont des héros, pas des héroïnes. Les femmes ont toujours joué des rôles subalternes dans l'histoire. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on nous rétorque souvent. Et face à ça, on a envie de dire d'abord, les réalités historiques sont elles-mêmes biaisées parce que on l'a vu à travers de beaucoup de travaux de chercheurs que l'histoire n'est pas reflétée de la même façon, elle n'est pas écrite de la même façon. Il y a énormément de femmes invisibilisées. J'ai envie de dire, même si dans le passé, il y a eu une invisibilisation et un rôle différent des femmes, est-ce que c'est une bonne raison de continuer à le perpétuer, surtout quand on est dans des univers souvent fantastiques, peu réalistes? Pourquoi revendiquer l'argument historique de réalité historique uniquement quand il s'agit de représenter les femmes et les hommes pour remettre les uns et les unes et les autres à leur juste place par rapport à une histoire. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de volonté réelle pour changer. Et c'est ce qui fait qu'on perpétue ça en permanence. Comment agir, justement, vous posez les questions. Il y a, je pense, une demande qui peut être légitime, comme l'a dit ma collègue, au niveau du législateur, de dire rendre compte. Il y a un certain nombre de points qui est considéré comme souhaitable, acceptable, inacceptable. On peut passer déjà par une phase de rendre compte sur ce qu'on fait, comme on le fait sur la RSE, le développement durable. À la limite, bon, vous me direz, ça ne porte pas toujours de grands fruits d'amener à rapporter, mais au moins ça peut apporter une prise de conscience et pourquoi pas aussi amener certaines autorisations nécessaires vu l'effet que ça peut avoir sur une société, sur les enfants et les comportements qui peuvent être délétères. Pour moi, on peut justement inviter les studios, les éditeurs à leur responsabilité par rapport à tout ce qui répondent sur le marché. L'exemple de ma collègue, effectivement, il est criant. Quand il s'agit d'un produit physique vendable et qui est choquant, on peut s'insurger. Et là, c'est vrai que c'est un produit virtuel, mais qui n'est pas
moins nocif, en tout cas, sur nos sociétés. Donc, je pense qu'il y a une phase de sensibilisation, d'éducation qui peut arriver en même temps qu'une phase de comment réguler pour amener justement chacune et chacun faire face à ses responsabilités. Très bien. Alors nous sommes ici, je le rappelle, dans le palais de Marie de Médicis. Donc nous avons dans l'histoire des femmes puissantes. À quand un jeu où Marie de Médicis construit son palais et arrête les guerres? Parce que comme c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire, elle a toujours voulu dire qu'elle avait arrêté les guerres de religion, ce qui n'est pas tout à fait juste. Mais bon, ma foi, puisque ça permet d'avoir une femme encore un peu plus puissante. Annick Billon m'a demandé la parole. Merci Madame la Présidente, merci à vous Mesdames pour vos interventions et vos propositions, parce que c'est vrai, comme le disait la rapporteure Marie Mercier, on a souvent l'habitude d'auditionner, mais on n'a pas toujours des propositions concrètes, et quand c'est le cas, c'est extrêmement intéressant et important. J'ai une question extrêmement simple pour Madame qui est directrice à l'EDEC. Vous avez parlé du test qui avait été élaboré et qui aurait tout intérêt à être généralisé sans stigmatiser les jeux qui ne correspondraient pas finalement aux critères que nous souhaitons pour l'intérêt de l'enfant et l'intérêt de la société. Et à ce moment-là, je me suis interrogée parce que nous avons aujourd'hui dans la société une population, la jeunesse, qui, par exemple, lorsqu'ils rentrent dans une société, sont extrêmement attentifs justement à l'inclusion, à l'égalité, et donc ils décident d'aller travailler parce qu'ils y trouvent du sens. Et que donc je m'interrogeais à ce moment-là si finalement la stigmatisation ou l'information à minima n'aurait pas finalement un effet extrêmement positif, puisque les parents qui sont jusqu'à un certain âge prescripteurs et acheteurs pourraient peut-être expliquer à leur enfant que ce jeu-là, non, parce que pour telle et telle raison, et ce jeu-là, oui, parce qu'il respecte des critères. Donc je me disais, on a bien des Nutri-Score qui nous disent, comme le disait encore Marie tout à l'heure, faut manger, faut pas manger. Pourquoi dans le jeu vidéo, nous n'aurions pas des règles basiques, c'est-à-dire que en deçà d'un certain âge, puisque le jeu ne respecte pas... Il y en a. Oui, ça existe. C'est le PEGI dont on parle justement, mais oui, qui n'est pas sur les jeux. Est-ce que ça pourrait pas être plus stigmatisant finalement pour que les prescripteurs et les acheteurs soient finalement freinés ou dans leurs propositions? Olivia Richard m'a demandé également la parole. Merci Madame la Présidente, merci infiniment Mesdames pour ces précisions. À la délégation droits des femmes, nous ne chômons pas car nous faisons également un rapport sur les mouvements masculinistes et on s'est dit qu'il y avait une petite porosité sur les sujets, d'où ma présence ce matin. Auriez-vous quelque chose à nous dire sur ce domaine-là? Merci. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai été un petit peu en retard, je n'ai pas entendu tellement votre intervention. Ici, j'ai été redondante. Ne répondez pas puisque... Ah bon, d'accord. Oui. C'est parce que PEGI est là justement pour dire limiter en dessous de 12 ans, en dessous de 15 ans, enfin voilà. Ou de 16 ans, etc. Donc la signalétique PEGI, ce sont des recommandations. Et des recommandations, c'est une bonne chose, parce que si vous interdisez, j'ai fait une enquête il y a une dizaine d'années sur ce sujet, et donc nous sommes rendus compte, nous étions deux, que dès qu'il y avait un âge, l'âge qui est indiqué dans PEGI, 3, 12, 16, etc., 18, les garçons, donc dès qu'ils voient un âge, vont vers l'âge supérieur. Donc en fait, ils ne respectent pas la signalétique d'âge parce que ce n'est pas les parents qui achètent les jeux, c'est les enfants qui achètent les jeux. Et si le parent ne l'achète pas, ils vont jouer chez un petit camarade qui a le jeu. Donc ça ne change strictement rien. Et puis il faut savoir aussi que le jeu, en fait, l'âge de PEGI, ce n'est pas un âge à partir duquel on peut jouer au jeu. Ça veut dire que le contenu convient à un enfant de 3 ans, par exemple, mais le jeu sera injouable par un enfant de 3 ans. Donc par exemple, des jeux de football ou des choses comme ça qui sont bien trop complexes. Donc PEGI est là pour ça et fonctionne
plutôt bien. Les sigles sont faciles à repérer, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et interdire ne fonctionne pas, hein, c'est totalement contre-productif. On l'a constaté dans des enquêtes. Concernant les mouvements masculinistes, je réponds, bien, je laisse ma collègue répondre. Annick Billon voulait compléter et après vous interviendrez sur les mouvements masculinistes et après Madame Gémel parle. Pardon, Présidente. Moi, je voulais juste mettre des outils en place pour que les parents, lorsqu'ils achètent, et jusqu'à un certain âge, ce sont eux qui achètent, absolument pas interdire. On a fait un travail sur la porno, c'est pas l'obligation, c'est qu'ils soient informés au moment de l'achat. Ça respecte pas. Et donc, oui, ils pourront jouer ailleurs, mais globalement aussi, c'est plus on met d'outils pour freiner, plus on réussit. Ces outils existent, ils sont très simples, très lisibles et les parents les connaissent. C'est au dos du jeu, la signalétique PEGI. Elle est très claire, des logos en noir et blanc, extrêmement lisibles, même sans même lire le mot qui est écrit dessous, on voit de quoi il s'agit. Contenu sexuel, insultes, violence, argent, référence au hasard, jeux en ligne et puis les âges. Faut retourner la jaquette quand vous achetez. Masculinisme, donc. Alors, le masculinisme, ça n'est pas ma spécialité, mais simplement, il faut savoir où il passe dans les jeux vidéo. Il y a notamment les canaux de discussion en ligne dont il a été question dans la séance précédente. Je crois que c'est les personnes du CEL ou du qui en ont parlé. En fait, dans les jeux en ligne, vous avez des canaux de discussion. Les canaux de discussion posent problème parce qu'il est très difficile de les réguler. Donc vous avez un jeu par exemple de guerre où vous allez discuter. Tant que c'est à l'écrit, on peut très bien bloquer certains mots, on peut bloquer certaines choses. À l'oral, c'est plus compliqué. Ils ont dit, et ça je m'en réjouis, qu'il y allait avoir des solutions pour bloquer ça. Et ça, en fait, ça va passer par de l'IA. L'IA qui va identifier des mots qu'on bloque. Après, il y a les mots, mais il y a les faits. Les faits sont plus difficiles à bloquer. Je me souviens d'une histoire que le Guardian avait sortie il y a quelques années qui était très intéressante. C'est une jeune femme qui avait déclaré avoir été agressée sexuellement dans un jeu en ligne. Comment est-ce possible ? Agressée à l'écran. Et donc, elle avait expliqué que le personnage d'un sans doute garçon, qui s'appelait Big Bro, je ne sais plus combien, il y avait un chiffre, s'était approché de son avatar, l'avait caressé, lui avait touché les seins, avait essayé de toucher son entrejambe. Problème, attaque virtuelle, s'agit-il d'une agression sexuelle ou pas ? Et donc la réponse de la compagnie qui avait fait le jeu avait été virtuelle, c'est-à-dire un problème virtuel et réponse virtuelle. Ils avaient conçu un bouton qui permettait de se débarrasser, quand on appuyait dessus, de la personne qui vous embêtait. Voilà. Mais le problème reste entier, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend c'est la personne qui est agressée qui doit se défendre et on n'apprend pas à l'agresseur à ne pas agresser. Donc, voilà. Donc là, on a des questions. Alors, je ne dis pas que tous les masculinistes sont des agresseurs sexuels, mais voilà. Donc, il y a quand même En fait, c'est là-dessus que ça passe. Parce que les jeux, en fait, sont surveillés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux AAA, leur objectif, les jeux mainstream, les jeux qui se vendent cher et qui coûtent très cher, sont des jeux qui sont faits avec d'énormes moyens et donc ils essayent d'avoir le moins d'accroches possibles qui prêteraient à controverse. Donc en fait, les systèmes de régulation existent à l'intérieur des studios maintenant. J'ai posé la question il y a un mois à peu près à un directeur artistique d'un grand studio français qui m'a dit autrefois nous faisions appel à une société extérieure, maintenant c'était contre-productif, maintenant on fait appel à des gens à l'intérieur. Donc ils vérifient parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce qu'un jeu soit backboulé à la sortie ou fasse l'objet d'une controverse. Donc, ils se surveillent. Donc, en fait, les gros problèmes de sexisme, même s'il y reste des problèmes de représentation, ne sont plus vraiment là. Ils se sont déplacés, je pense. Là, il y a autorégulation, même si ce n'est pas résolu, mais il y a un peu d'autorégulation qui s'est mise en place. Donc, il y a le fait aussi que dès qu'un jeu va être hors des clous, vous allez avoir une levée de bouclier sur Internet avec des gens qui vont dire « ça ne va pas, il y a ça, ça pose problème, etc. » Dans les deux sens. Hein. Vous avez des gens aussi qui vont dire « oui, c'est scandaleux, il y a un samouraï noir dans tel jeu, comment ça, les samouraïs n'étaient pas noirs ?» Mais on s'en fiche, c'est un jeu, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc un jeu n'est pas soumis à la réalité historique, d'abord. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent aussi comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu est le seul média où une fois que ça a été fait, on peut aussi faire des modifications. Alors pas toutes, mais on peut.
Donc ça, c'est intéressant aussi. Et quand les studios sont très à l'écoute de ce que disent les joueurs et les joueuses. Donc quand il y a quelque chose, ils essayent de ne pas prêter le flanc déjà à la critique pour être vendus, et ils essayent aussi de satisfaire leur public. Donc ça change aussi beaucoup de choses. Madame Gemel, sur ces sujets, vous aviez que ce soit... Merci beaucoup. Alors, je rebondis sur le sujet justement de la stigmatisation ou pas des jeux qui justement ne jouent pas le jeu, pour faire un jeu de mots. Alors, il y a évidemment deux approches. Nous, c'est ce qui nous a amené à être très prudente avec mes collègues, mes co-auteurs, à nous dire est-ce que le fait, c'est pour ça qu'on réfléchit à la manière avec laquelle on va publier de manière générale nos travaux, comment faire en sorte, parce qu'il y a de ne pas braquer justement et de créer un contre-mouvement, notamment par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a ceux qui vont louer, il y a ceux qui et celles qui vont crier au scandale, et pour pas que ça tourne en polémique, comment amener le plus d'impact positif, parce qu'il y a l'approche name and shame, en français je dirais que c'est nommer et couvrir de honte, je ne connais pas exactement je le traduirai comme ça. Il y a l'approche name and praise, je dirais nommer et louer. Alors, c'est difficile, me direz-vous, de vouloir changer les choses sans les nommer. Ce n'est pas la volonté qu'on a. Nous pensons qu'il faut les nommer, mais il faut qu'on soit dans une approche pas culpabilisante et que, en gros, on pourrait dire qu'il faut donner sa chance à celles et ceux qui sont derrière ces jeux, qui ne répondent à aucune justement de ces questions de manière positive, de se remettre en question et de leur donner les moyens, les outils de se dire est-ce qu'on peut faire autrement. Ceci dit, nous avons pris la décision de publier toute la liste telle qu'elle est parce qu'on a revérifié l'objectivité de notre analyse, elle est totalement, voilà. Donc, mais on veut quand même rappeler que nous le faisons avec la volonté de dire nous avons analysé et voilà les résultats et voilà quelles sont les pistes que nous pourrions avoir pour changer. Donc nous, on compte aussi sur la responsabilité bien sûr de ces éditeurs, mais ça ne suffit pas. On a parlé de régulation tout à l'heure, vous avez parlé de Nutri-Score, ça m'a fait penser à dire est-ce qu'il faut aussi créer le Yuka des jeux vidéo, vous savez, une application qui permet de mettre les jeux et d'avoir une analyse, pourquoi pas. Mais je pense que ça passe beaucoup aussi par l'utilisateur, les parents d'abord, parce que quand on est jeune, ce sont les parents qui achètent. Autour de nous, nous avons toujours des parents qui achèteraient n'importe quoi juste pour faire plaisir, et je pense que parce qu'il n'y a pas de prise de conscience réelle, donc aussi, pourquoi pas ne pas passer par le corps éducatif, les écoles, les collèges, les associations existent qui peuvent passer justement, faire cette éducation aux enfants de manière ludique, aux plus jeunes, aux adolescents, aux professeurs, parce que ça ne passe pas uniquement par l'interdiction, ça passe forcément par une prise de conscience, et s'il y a une réelle prise de conscience accompagnée d'outils, bien sûr, de régulation, parce que les deux se complètent, on pourrait voir des résultats. Nous croyons beaucoup à la sensibilisation, à la compréhension, donc pourquoi pas doter plus de moyens l'école, les associations. Moi, je crois beaucoup en l'éducation. Nous avons une école très forte en France, républicaine, qui a les moyens d'éduquer. Et il y a énormément d'associations, de chercheurs qui pourraient créer des choses, du matériel et travailler avec les enfants, mais aussi avec les parents de ces enfants. Je pense à la question sur la masculinité. Je ne suis pas non plus une spécialiste, mais bien sûr, comme nos thèmes se croisent quand on travaille sur la diversité du genre, on voit ce qui est justement, j'ai envie de dire, très critique en ce moment, c'est qu'il y a une grande polarisation, plus que ce qu'on a vu avant, entre des mouvements
qui vont toujours crier au scandale, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rire de ceci, de cela. Et je ne mets pas toutes les personnes qui disent ça dans la catégorie de masculinisme, mais en tout cas, il y a une pression sociale pour dire vous allez trop loin, vous qui voulez travailler sur le genre, les stéréotypes, etc. On le voit, il y a un recul certain dans certains pays très puissants. Et je pense que c'est d'autant plus justement très délicat de traiter ces questions uniquement par l'interdiction et la stigmatisation. Je pense que ça ne donnerait pas les effets souhaités. Il faut réfléchir aux solutions qui nous amènent à avancer, pas uniquement afficher, donner des leçons. Je pense que c'est une responsabilité collective et c'est pour ça que nous invitons beaucoup à travailler sur la sensibilisation et dès le jeune âge. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie toutes les deux pour vos interventions très complémentaires. Je pense que nous avançons lentement mais sûrement sur ce sujet parce que non mais à chaque audition on apprend, ça complète. De temps en temps, ça vient un peu contredire ce que d'autres ont pu nous dire. Une première impression qui avait l'air où on se disait ah bah finalement pourquoi est-ce qu'on se pose tant de questions. Et puis une autre audition rapporteur qui nous montre que finalement c'est peut-être pas si idyllique. Et puis là on le voit aussi par rapport à votre étude. Nous retenons vos recommandations à l'une comme à l'autre et nous allons justement, et c'est la raison pour laquelle on va arrêter dès maintenant notre séance, puisque nous allons dans l'hémicycle pour parler de l'accès des enfants aux écrans. Donc on n'est quand même pas très éloigné de notre sujet et je pense que nous y serons tous et toutes parce que concernés effectivement. Donc voilà, donc merci beaucoup et puis nous remettrons notre rapport au mois de juin, nos deux rapports d'ailleurs, jeux vidéo et masculinisme, parce qu'il est vrai que nous les menons de front. Voilà, merci beaucoup.